Épisode 399, 399 si vous préférez, un épisode enrhumé. Ça m'arrive à peu près une fois par an. C'est arrivé juste avant l'épisode 400. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à mes petits camarades du jour que sont Sébastien à ma droite et Benoît à ma gauche. C'est eux qui vont partager avec nous tous le fruit de leur veille technologique de la semaine. C'est le principe des technos. C'est une revue de presse un petit peu particulière parce que on peut pas nécessairement piocher sur des sujets un peu convenus que l'on pourrait entendre dans d'autres podcasts technologiques de très bonne facture, certes, ou des sites internet technologiques de très bonne facture également. Ici, ça dépend un petit peu du caractère des uns et des autres. On n'aura pas de sujet culinaire cette semaine. Alors, en général, avec Benoît, on a toujours un petit sujet culinaire. Vous voyez, un petit accessoire de cuisine nouveau qui sort de l'ordinaire, qui, voilà. Là, il n'y a pas. Il est à la diète, Benoît. Voilà, mais en fait, avec tous vos vilains microbes, là, je me tiens à distance de tout ce qui pourrait me contaminer. Oui, tu fais bien, parce qu'en plus de ça, oui, il faut le dire aussi, Sébastien s'est pris un petit Covid. Voilà. Encore. Histoire de garder le rythme. C'est pas comme la rougeole, quoi, si tu peux le faire plusieurs fois, manifestement, le Covid. Donc, oui. Malgré le vaccin. J'ai fait la rougeole plusieurs fois, malgré le vaccin. Mais bref, ça, c'est une autre histoire, c'est un petit peu particulier. Écoutez, si vous le voulez bien, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on ne traîne pas et qu'on attaque tout de suite notre abécédaire, puisque, oui, pour trier les choses, on les met par ordre alphabétique. Notre façon de faire chez nous. Avec la lettre A, comme Apple, tiens, il y avait longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il n'est pas bien, Siri? Il est pas bien? Qu'est-ce qu'il a, le Siri? Oh, le Siri, qu'est-ce qu'il a? Apparemment, Covid? ça va pas super, Siri. Oh. En fait, c'est un article de The Information. Alors, j'ai pas lu l'article parce que The Information, ça coûte la peau des fesses pour lire. Mais par contre, il y a un résumé sur iGeneration. Donc, j'ai lu le résumé sur iGeneration. Qui, en fait, rapporte les difficultés auxquelles l'équipe de Siri a été confrontée. Et c'est vrai qu'on se souvient, Siri, quand c'est sorti en 2011, il y a 12 ans déjà, ça paraissait waouh, une machine intelligente et tout. Et puis, ça n'est plus, franchement, il n'a pas progressé aussi vite que d'autres assistants numériques. Et quand on voit ce qui sort maintenant avec les ChatGPT et compagnie, Siri, il est toujours pratique. Moi, j'aime bien. Il n'y a pas d'intelligence. On va mettre des guillemets derrière sur le mot intelligence, mais on s'entend. Mais il n'y a pas ça, il n'y a pas ce côté créatif entre guillemets de réponse et de communication chez Siri. Voilà, et apparemment c'est lié à des espèces de luttes internes dans l'équipe d'Apple. Allez lire l'article, c'est intéressant, ça donne pas mal de détails, on le mettra en référence comme d'habitude. Et en fait, les luttes qui semblent être liées au fait qu'il n'y avait pas vraiment une décision claire sur ce que le produit voulait être, et des attentes un peu différentes, avec d'une part des gens qui voulaient que Siri donne des réponses qui soient toujours très qualitatives, donc des réponses qui avaient été fort préparées, qui avaient été éditées, et ça évidemment ça limite le nombre de réponses qu'on sait faire, parce qu'on se souvient quand OpenAI a ouvert ChatGPT, on s'est beaucoup amusé à lui faire dire des conneries, quand Bing a mis ChatGPT, on s'est beaucoup amusé au fait qu'il annonçait la population du nombre de personnes sur Mars et compagnie, c'est drôle, ça c'est assez typique d'un modèle qui a pas été vérifié, qui n'a pas été complètement vérifié. Vu l'ampleur des réponses qui pourraient être générées, il n'a pas été complètement vérifié. Et Apple avait fait le choix inverse, parce qu'il y avait chez Apple des gens qui travaillaient sur des LLM, comme chez OpenAI et compagnie, mais ces gens-là, ils ont été un peu dégoûtés par justement les bâtons qu'on leur mettait dans les roues, ils s'en sont allés. Et donc voilà, moi ça m'a intéressé parce que Apple communique pas sur cet aspect-là, évidemment, quand ils disent que Siri n'est peut-être pas l'assistant le plus avancé. Ils ont plutôt tendance à communiquer sur le fait ils vont un petit peu moins vite parce qu'ils se refusent d'analyser des données sans l'accord de leurs clients, etc. On se souvient des polémiques qu'il y a quand même eu lieu autour des enregistrements, mais enfin, on comprend, voilà. Mais ça donne un autre regard sur pourquoi, en final, Siri évolue au rythme auquel il évolue. Et avec l'arrivée, parce qu'on a aujourd'hui de l'intelligence artificielle partout, moi, ça me fait penser à ce qu'on a toujours vu en tech. On voit arriver des vagues comme ça, et la boîte qui est au sommet de la vague précédente est rarement la boîte qui va rebondir immédiatement au sommet de la vague suivante. Et donc, c'est clair qu'Apple avait pris le sommet de la vague mobile faudra de façon assez prévisible. Ils sont pas au sommet de la vague qui suit. Pour cette vague, oui, c'est possible, parce que quand on regarde dans l'histoire, ils ont déjà été au sommet de quelques vagues. La vague mobile n'est pas leur...
prochain WWDC, ce sera en juin. Il y aura forcément des annonces. On parle aussi des lunettes de réalité virtuelle. Hein. Ça devient un peu le serpent de mer. Ça apparaît, ça disparaît. C'est en tout cas apparemment dans les tuyaux. Il y aurait même de la mise en production déjà, paraît-il, mais ça reste à confirmer. On verra ça en juin et on en parlera forcément dans un épisode des Techno. Est-ce que Sébastien avait un truc à rajouter sur Siri, qu'en pense-t-il ? Parce qu'on pourrait aussi rapprocher ça parce que bon, ouais, on dit Siri, mais il y a les autres. Il y a Google et il y a Alexa également. Ouais. C'est ça que j'allais dire. Moi, j'ai participé à ce hype puisque j'ai travaillé dans une des équipes qui fabrique un de ces trois-là. Il y a 6 ans déjà. Donc oui, le temps passe vite, 6-7 ans déjà. Mais c'est vrai qu'ils ont tous les trois pris un coup de vieux avec ChatGPT dans la qualité des réponses, enfin la qualité avec des guillemets des réponses apportées ou l'utilité des réponses apportées. Et une des raisons pour lesquelles Amazon n'intègre pas des large language models dans Alexa, c'est parce qu'ils veulent à tout prix garder la confiance du client et que la réponse qui soit apportée soit juste. S'il y a une réponse qui est erronée, ils ont peur que le client perde confiance en assistant digital, et je suppose qu'Apple a le même genre de raisonnement. C'est une supposition de ma part, mais c'est ça l'idée. Il vaut mieux être un peu moins intelligent, mais toujours répondre quelque chose de pertinent ou de correct, plutôt que d'embrasser ChatGPT, ou des modèles, des LLM, parlons pas de ChatGPT spécifiquement, mais de la technologie, tant qu'elle est encore relativement jeune, neuve et toute nouvelle, hein, c'est sorti en novembre, hein, ces modèles-là, on parle de quelque chose qui n'a pas encore 6 mois. Oui, mais dans les labos, c'est depuis quelques années maintenant. Hein. Bien sûr. Peu se rappellent, mais Elon Musk était partenaire d'ailleurs de la boîte qui fait ChatGPT. Je reviens jamais sur son nom, OpenAI. C'est ça. Donc voilà, et c'était il y a 5 ans, si je dis 4-5 ans, je pense, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc du coup, des réponses plus cloisonnés, hein, de la part de ses assistants vocaux, mais qui seront toujours corrects, et jamais il ne déviera et ne racontera de carabistouilles. On va pas dire jamais, mais en tout cas, il faut faire très attention à ce que la réponse soit correcte. Et ces modèles vont évoluer, hein, c'est le tout début. Voilà, donc ce sont des maladies d'enfance, on va dire, et je suis certain qu'on va arriver à avoir des modèles génératifs performants dans les assistants vocaux, dans les trois qu'on a cités. À mon avis, il y aura encore des débats, et surtout il y aura des débats sur est-ce que cette réponse-là est vraiment, qu'est-ce qu'il a voulu dire, etc. Il y a plusieurs débats. Est-ce que c'est correct, d'où ça vient et qui a les droits? Et puis, c'est ça. On n'a pas fini d'en parler. Les métiers vont devenir inutiles grâce à ça. Grâce à ça. Oui, on peut faire tout. On ira respirer le bon air, les arbres, la nature, etc. On aura autre chose à faire pendant qu'ils se débrouillent. Bon, finalement. Allez, passons à la lettre D. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais de temps en temps, on saute des lettres dans l'alphabet parce que sinon, on n'est pas couché. Et vu mon état, ça ne peut pas se faire non plus. La lettre D. Alors, j'ai perdu ma conduite. Elle est là. Seb, on va parler de DSC, Digital Service Act, et de la Commission européenne. Ouais, c'est un nouveau règlement européen qui va rentrer en vigueur avant la fin de l'année, qui va obliger les grandes plateformes online à toute une série de... il va les réguler, cette loi va les réguler, mettre des règles en place de manière à ce que leur manière de fonctionner soit plus transparente pour nous, les consommateurs. Alors, par exemple, les utilisateurs auront une information claire que telle information a été recommandée et pourquoi elle a été recommandée, et la possibilité de faire un opt-out des services de recommandation. Les utilisateurs auront la possibilité de rapporter du contenu illégal ou offensant, et les plateformes devront traiter ces flags, ces rapports de façon diligente, avec diligence. Les plateformes devront labelliser, donc indiquer clairement que telle information est une publicité, et informer l'utilisateur sur qui a payé pour cette publicité. Les plateformes devront fournir je vais pas toutes vous les faire, hein, c'est la dernière, devront fournir un résumé en texte simple et compréhensible des terms and conditions légales, vous savez, le truc qu'on lit jamais, qu'on clique à approuver. Voilà, ça, ce sont des exemples des obligations du DSA. Alors évidemment, c'est des très grosses contraintes au niveau technique, si vous réfléchissez à ce que je viens de dire que ça c'est une pub, que ça a été fourni par un tel, fournir la possibilité de faire un opt-out, donc de se désabonner d'un service de recommandation, par exemple. Donc ça ne s'appliquera que aux plateformes qui garantissent, qui collectent plus de 45 millions de visiteurs par mois.
Ah oui. Et là, tadam, quelles sont les plateformes en Europe qui collectent plus de 45 millions de visiteurs par mois? Eh bien, elles ont dû toutes donner leurs chiffres, et c'est ça qui est intéressant dans cette news, c'est que la liste s'est arrêtée finalement sur 19 sociétés qui ont été flaguées par la Commission européenne. Enfin, pas 19 sociétés, 19 services qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs par mois. Alors, allons-y, on va les faire les 19. Hein. Évidemment, YouTube, Google Search, Google Play, Google Maps, Google Shopping. Donc sur 19, je suis déjà à 5 de Google, mais ça s'arrête là. Ils comptent ça comme des services différents. Google Maps a 45 millions d'utilisateurs, YouTube plus de 45 millions d'utilisateurs, etc. Il y a Facebook évidemment, Instagram, Amazon avec le shopping online, l'Apple App Store, l'engin de recherche Bing de Microsoft, Twitter, Wikipédia, qui est le seul non-profit d'ailleurs dans la liste, TikTok, et puis il reste encore Alibaba Express, Booking.com, LinkedIn, Pinterest, et là j'étais surpris de voir Pinterest avec plus de 45 millions d'utilisateurs en Europe, Snapchat, et le seul européen des 19, c'est le retailer Zalando, la plateforme allemande de shopping de vêtements, de chaussures essentiellement, et de vêtements. Donc il y a qu'un européen sur 19, il y a un chinois, et tout le reste c'est américain. Ouais. Comme quoi, il y a encore du travail. Il y a 2 Chinois, pardon. Il y a TikTok et Alibaba, excusez-moi. Bing, ça te surprend, toi Oui, je m'attendais pas à ça. Oui, mais moi, j'étais assez surpris de voir que, finalement, les gens qui utilisent un ordinateur Windows assez récent ne cherchent plus... défaut, non ? Oui, c'est Edge, et dans Edge, c'est Bing par défaut. Okay. Et les gens, contrairement à ce que nous on faisait, et ce que font aussi certainement nos auditeurs, c'est de choisir son navigateur. Bizarrement, de plus en plus, même en particulier chez les jeunes, hein, on s'en fout un peu, quoi, que ce soit Chrome, Firefox. Les différences ne sont plus si marquées aussi. Les différences en termes de graphisme il y en a pas. C'est juste le rendu est le même, quel que soit le. Parce qu'on pouvait encore dans les temps anciens, se référer à ça en disant le rendu est meilleur, est plus logique, est plus droit, c'est mieux conçu sous tel navigateur. Aujourd'hui, c'est les fonctionnalités accessoires de privacy. Oui, c'est ça, c'est l'accessoire, quoi. Et à ce moment-là, oui, tu as du Brave, mais qui est en fait du Chromium, tu as du... Enfin voilà, c'est... Et je pense que sous Mac aussi, beaucoup utilisent Safari par défaut, sans se poser vraiment beaucoup d'autres questions. Je peux me tromper, hein, mais dites-nous chez vous qui nous écoutez. Alors pas pour vous, parce que vous êtes auditeur des technos, donc forcément vous êtes déjà impliqués, mais dans vos familles, chez vos amis, les enfants, etc. Dites-nous s'ils choisissent d'installer un autre navigateur et pour quelle raison peut-être. Voilà. Encore 2 petites choses. Je suis surpris de ne pas voir WhatsApp dans cette liste. Je m'attendais à voir WhatsApp dans les services de Facebook également. Et puis, ces grandes plateformes, elles ont 4 mois pour être compliant, c'est-à-dire que pour l'été, tout ça doit être bouclé. Donc, ça va travailler du côté des équipes de développeurs et des ingénieurs parce qu'il y a du boulot. Ça veut dire que ça va toucher aussi les influenceurs, si je comprends bien, puisque ils doivent quand même montrer patte blanche sur ce qui est de publicité cachée ou considérée comme page cachée. S'ils ont plus de 45 millions d'uniques viewers par mois, oui, mais je pense pas qu'il y ait des influenceurs à 45 millions. Oui, parce que je pense à des gens qui sont... Est-ce que c'est la plateforme qui doit... Non, c'est la plateforme. Voilà, c'est ça. Donc, mais peut-être qu'ils vont contraindre les utilisateurs de la plateforme à montrer patte blanche quand il s'agit... oui, c'est ça. Donc, ce qui n'est pas toujours le cas, où ils le font, mais sans grande insistance par rapport à certains grands comptes, quoi. Ok, bon, voilà, nous voilà avertis de ces éventuels changements dans l'avenir. On ouvrira l'œil. Là, c'est la limite de mon nez, ça ouvrir, ça passe pas. On ouvrira l'œil. Voilà, je vais y arriver. Oui, c'est ça, c'est un peu le... D comme DJI, Benoît, et tu vas nous parler du fameux Mavic 3. Voilà. Qui est la deuxième version du Mavic 3 d'ailleurs. Parce qu'il y avait déjà eu un Mavic 3, mais il y a un nouveau Mavic 3. 3.2. Voilà. Alors, la principale nouveauté, c'est d'avoir 3 caméras. Et on pourrait croire que le Mavic 3 ancien avait déjà 3 caméras, mais non, il en avait 2. Donc le nouveau Mavic 3 a 3 caméras. J'attends avec impatience le Mavic 16. Donc, pour ceux qui s'en souviennent pas, les Mavic, ce sont des drones. Hein. DJI est un grand fabricant de drones. Et l'idée, c'est d'avoir une caméra principale
qui est une caméra Hasselblad. Hasselblad, fabricant historique de la photo, c'est eux qui ont fait les premières photos depuis l'espace, mais qui aujourd'hui appartient à DJI en fait. Donc, une caméra principale Hasselblad avec un capteur de plus grand format, c'est un capteur 4/3. Donc ça donne certainement, vu le point de vue où on ne va pas être avec, tu vois, quand on va pas faire des flous d'arrière-plan, des choses pareilles avec un drone. Donc on est sur une qualité d'image qui est tout à fait comparable à ce qu'on aurait avec un réflexe ou un appareil hybride, et 2 caméras avec des capteurs plus petits et des optiques beaucoup plus importantes, ce qui leur permet de venir zoomer. Alors le principe, si j'ai bien compris, parce que je suis pas arrivé à avoir la confirmation exacte, mais c'est qu'il n'y a qu'une seule des 3 caméras qui filme à un moment donné, notamment parce que tu vas avoir des fonctions de suivi ou autres, et où le drone, il faut qu'il sache depuis quelle caméra il doit suivre. Donc il y a une caméra à un moment donné qui filme, mais tu peux, avec ta télécommande, basculer d'une caméra à l'autre, et donc par exemple faire des effets de punch, quoi, où tu vas filmer avec ton drone qui avance, et puis pouf, tu viens prendre de plus près. Un des commentaires principaux, ou l'intérêt d'avoir cette 3e caméra, c'est d'avoir un télé intéressant qui donne du coup, tu vois, une bonne compression, c'est-à-dire que tu vas avoir une sensation de distance plus faible entre l'avant et l'arrière-plan, ce qui est super intéressant avec la parallaxe, parce que quand le drone se déplace, tu vois vraiment l'effet de déplacement. Il faut aller voir les vidéos exemples. J'essaie de le faire avec mes mains, mais ça sert à rien. Il faut aller voir les vidéos exemples. Sur un podcast audio, en plus, c'est très ça sert pas à grand-chose. Allez voir les vidéos sur le site de DJI, c'est assez joli. Et un autre avantage, évidemment, de la caméra avec une optique plus forte, c'est de pouvoir filmer des animaux sans leur faire peur, ou en leur faisant moins peur. En tout cas, c'est quand même bruyant en drone. Donc les animaux, ils se méfient quand même. Ils le sont de moins en moins, bruyants. Enfin, ils sont toujours bruyants. Ça reste un bruit de gros moustiques. Mais on me faisait la remarque pas plus tard qu'aujourd'hui qu'il y a une évolution, la forme des hélices sans doute, enfin, des améliorations qui font que très vite on l'entend beaucoup moins dès qu'il s'éloigne. Avant, on l'entendait fort tout le temps. Et là, apparemment, ils ont amélioré cet aspect-là. Et puis, on en avait parlé dans un épisode il y a un petit temps maintenant avec l'autre Sébastien. Quelqu'un a trouvé, enfin, pas quelqu'un. La fameuse nouvelle hélice. Oui, c'est une hélice à double, enfin, c'est une ellipse dans l'hélice, et qui sont tout à fait adaptées pour des tas de choses, que ce soit en marine et autres, mais aussi pour les drones. Et c'est imprimable en 3D en plus. Ce que tu dis, ça marche pour les prédateurs, ça marche beaucoup moins bien pour les proies, parce que les proies, dès qu'elles entendent un bruit qui vient dans l'air, ça c'est mort. Elles se mettent à l'abri. Ouais, ça c'est clair. Mais ça s'adresse à qui, ce genre de jouet? Ça s'adresse à l'amateur éclairé ou au professionnel de la photographie? Alors c'est quand même un petit peu cher, donc on est quand même au-dessus des 2000 €. Il y a 2 modèles. Il y a un modèle, mais c'est à la fois cher et pas cher, parce que c'est objectivement. Il y a des appareils photo qui coûtent plus cher, oui. Voilà, ils volent, exactement. Tout à fait, voilà. Bien. Ou alors c'est vraiment particulier. Et néanmoins, ils se vendent quand même à des amateurs éclairés. Donc. Et alors, il y a un modèle cinéma qui intègre au lieu d'enregistrer dans la petite mémoire interne ou sur des cartes SD, il intègre un SSD, donc il permet d'enregistrer un petit peu plus longtemps, et il permet d'enregistrer en ProRes. Donc là, clairement, on s'adresse plutôt aux professionnels, parce que traiter le ProRes, enfin, c'est possible, c'est même pas très cher, Final Cut Pro quand on réfléchit. Mais bon, la capacité de stockage et compagnie, ou alors faut pas le faire voler souvent, quoi. Mais il fait pas encore de RAW. Alors, il fait du RAW en photo. Ah, en photo, d'accord, ok. Parce que bon. Mais tu sais, le ProRes pour la vidéo. Oui, il y a moyen de faire. Mais c'est un bel outil. Enfin, moi, je le vois comme un outil parce que l'amateur éclairé, oui. Par contre, le professionnel de la photographie animalière, touristique, géographique, que sais-je, à mon avis, lui, il va se régaler parce que ça va être raccord avec des choses qui fait peut-être au niveau du sol, avec des caméras, je pense à des Sony Alpha 7 et des choses comme ça, ce sera plus facile à accorder quelque part. Donc on est déjà dans du professionnel ou du vidéaste qui a une chaîne YouTube qui gagne de l'argent, quoi. Voilà. Ou qui a fait un héritage, c'est possible aussi.
Donc ça s'adresse certainement pas à n'importe qui, mais ça reste quand même intéressant de savoir cette technologie à 3 caméras, comment ça fonctionne. Enfin, vous irez voir. On vous met le lien vers 2 articles, concernant cette nouveauté qui arrivera au mois de mai, je pense. Pas celle-là maintenant, quoi. Ils vont commencer à livrer tout de suite. Ils vont commencer à livrer. Bah, très bien. Passons à la suite. La lettre G comme Global Switch. De quoi s'agit-il, Global Switch, Sébastien? Tu vas nous l'expliquer. Alors Global Switch est une société qui a des data centers et qui vend de l'espace data center plutôt à des hébergeurs, donc pas aux particuliers, même aux sociétés clients final. C'est plutôt dans ce cas-là, c'était Ecritel et Hoster par exemple, qui sont des sites d'hébergement qui étaient hostés chez eux. Ils ont eu un départ de feu mercredi 26 avril cette semaine dans un local avec les batteries. Pourquoi est-ce qu'il y a des batteries dans un data center? C'est les onduleurs, en fait, c'est les alimentations de secours au cas où l'alimentation principale vient à couper. Il y a une fuite d'eau là et l'humidité a généré un court-circuit qui a déclenché un incendie. Et comme vous le savez, on en a déjà parlé plusieurs fois dans les technos, et éteindre des incendies de batterie, c'est extrêmement compliqué. Souvent, il faut attendre que ça arrête de brûler pour pouvoir continuer. Donc la bonne nouvelle, c'est que les systèmes anti-incendie du bâtiment ont bien fonctionné, personne n'a été blessé, etc. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a fallu arrêter l'électricité dans tout le bâtiment et donc arrêter l'entièreté de ce data center. Et c'est là que les surprises sont apparues, parce que aéroport de Lyon, chambre de commerce de Nantes, de Courbevoie, de l'île de Saint-Brieuc, de Cannes, le département de Saône-et-Loire, zone bourse, Mélo, Postel, BZA, cybermalveillance.gouv.fr, les ambassades de France, les ambassades des consulats, des préfectures, de la Manche, de la mer du Nord, de la Méditerranée, enfin la liste est longue. Toute une série de services qui se sont arrêtés également parce qu'ils étaient hébergés, comme j'ai dit, pas nécessairement en direct, mais via un prestataire qui avait du matériel là-dedans, dans ce data center. Et ça a relancé le débat sur le cloud, un débat qui mérite au plus long point, en disant oui, il vaut mieux avoir des data centers privés dans sa cave, au moins on est à l'abri de ce genre de choses, comme si une société de taille moyenne ou même importante était plus à l'abri des incendies qu'un professionnel dont c'est le métier de gérer des data centers. Je n'y crois pas une seule seconde. Et ce qui était surprenant aussi, c'est que Google Cloud utilise toujours Global Switch, et ça a amené un shutdown de la région Paris de Google Cloud, alors que Google vendait des régions comme étant faites de plusieurs zones qui étaient, je pensais en tout cas, mais je me trompais, physiquement séparées. C'est ce que Microsoft et AWS font. Dans une région, il y a plusieurs zones, et chaque zone, ce sont des bâtiments séparés. Et apparemment, la définition de zone chez Google est un peu différente. Ce sont des séparations logiques, et en allant regarder dans la doc de Google, c'est bien expliqué qu'ils peuvent partager certains équipements, et donc c'est l'entièreté de la zone Paris qui a été impactée, ce qui relance aussi ce débat sur la disponibilité du cloud, et j'en discutais avec des collègues sur des collègues ou des clients sur des en ligne, même sur LinkedIn encore aujourd'hui, et quelqu'un me disait, mais à la rigueur, peu importe que ça soit physique ou logique, la séparation, du moment qu'on le sait avant, on met en place une architecture qui permet de se prémunir de ce genre de panne. J'étais tout à fait d'accord avec ce client qui dit oui, si on nous l'explique avant, on peut mettre en place des architectures qui résistent, qui sont résilientes à ce genre de panne. Le problème, c'est que pour beaucoup, ça a été une surprise. Tiens, je pensais que voilà. Donc regardez toujours bien les conditions. Qu'un incendie, comme ça s'est passé à Strasbourg il y a quelques mois, comme ça s'est passé à Paris, donc cette semaine, ce mercredi 26 avril, peut entraîner la perte de service, mais s'il vous plaît, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, il y a moyen de construire, sans nécessairement casser sa tirelire, des infrastructures multi-data centers, multi-régions, redondantes, qui sont capables de continuer un service. De nouveau, je prends les exemples des tout grands, Netflix, Facebook, je sais pas moi, Bing, dont on parlait tout à l'heure, ne sont jamais tombés en panne à cause d'un incendie, et je suis certain qu'ils ont déjà eu des incendies aussi. C'est bon à savoir. Alors, en tout cas, le fameux débat cloud ou pas cloud, etc. On l'a eu, mais pas sous cet angle-là, pas sur l'angle de la sécurité. C'était plus sur l'angle de la fonctionnalité, de l'intérêt de la chose. Une société n'est pas l'autre, une structure n'est pas l'autre. Et avec l'autre Sébastien, si je ne m'abuse, j'ai débattu de ça en disant, finalement, c'est vrai que pour certains trucs, c'est certainement très très bien, mais pour c'est pas la panacée. Pour certaines structures, c'est peut-être un peu surfait, les coûts, etc., etc. On a des avis diamétralement
diamétralement opposés là-dessus. On doit faire un podcast hors série épisode, lui et moi, où on vient chacun avec nos arguments. C'est un bon truc à faire pour l'été. Oui, mais je dois, à ce moment-là, je dois louer un château gonflable et des tenues de sumo. Nous sommes des gentlemen, nous pouvons argumenter. Des gants de boxe, alors, sur un ring. Mais voilà, il y a des arguments, il y a du pour, il y a du contre, il faut pouvoir les entendre, et chacun jugera. Benoît. Juste pour... parce qu'il y a quelque chose que tu dis, Sébastien, qui est vrai, mais dont je ne sais pas si tu mesures le côté un petit peu simplificateur dans ce que tu dis. Tu dis, voilà, du moment qu'on nous l'explique, c'est bon. C'est vrai. Tu as déjà commencé, du point de vue d'un client, qui a beaucoup de choses à faire dans sa vie, et donc le déploiement cloud n'est pas le truc principal, à essayer de lire la doc d'un des services de cloud. C'est gigantesque. Et donc, réalistement, c'est intéressant d'ailleurs que tu dises, je pensais Google fonctionnait comme ça, je pensais Google Cloud était... Et en fait, non, quand on lit dans les détails, on voit. Je pense que là, il y a... Et en plus, ça change sans arrêt. D'où parce que ça évolue très vite. C'est pas une critique, hein, mais c'est une réalité. Et donc, ça... Voilà, il y a quand même derrière... C'est un petit peu facile, je trouve, de dire oui, mais comment ça se fait que ces services ne sont pas préparés? D'où l'intérêt de se faire accompagner. Non, je suis d'accord avec toi, Benoît, mais l'intérêt de se faire accompagner, d'avoir un prestataire de service, un partenaire. C'est l'argument. Peut nous amener. C'est l'argument utilisé par l'autre Sébastien, je parle en son nom, mais il pourra s'exprimer à l'occasion, mais c'est que justement, du coup, il y a des coûts cachés. C'est-à-dire que là où, quand tu gères les choses chez toi, intramuros, à ta dimension, etc., t'as pas besoin t'as besoin de gens compétents, mais tu n'as pas besoin de cette compétence particulière de lire la doc et de. Je suis pas d'accord. Je pense que là, j'extrapole peut-être. Ça reste vrai. Tu dois de toute façon lire la doc des éléments que tu installes. De tes équipements, des éléments que tu installes, et il faut de toute façon mettre en plan de reprise d'activité. Nos amis français appellent ça des PCRA, des PRA, de reprise d'activité. Ma remarque, c'était vraiment dire, il suffit qu'on nous l'explique. C'est pas aussi facile qu'il n'est pas. Il suffit qu'on nous l'explique est très très simplificateur. D'où l'intérêt de travailler avec des partenaires, des sociétés de services qui sont spécialisées, voire avec son cloud provider lui-même, qui a des tas de gens qui sont prêts à vous aider. Chacun jugera. Moi, je n'ai pas de religion, vous le savez. Encore moins dans ce débat. Donc, voilà. Vous, chez vous, n'hésitez pas. Je sens qu'on va avoir des commentaires d'un certain Sébastien sur cet épisode. Mais c'est pas grave. Avec plaisir. C'est comme ça. C'est un podcast. Les podcasts, c'est ça. C'est aussi des opinions. Et c'est normal qu'elles soient différentes. C'est ça qui fait la richesse aussi des technos. Tout le monde ne parle pas d'une même voix. Et ça vous permet d'avoir un éventail d'informations. Parce que, voilà, il faut prendre là-dedans ce qui vous intéresse le plus et les avis qui vous intéressent le plus en fonction de ce que vous comprenez. Et pour ça, on a un mode d'emploi en 488 pages qu'on va imprimer parce que pour je rigole. On a fini avec ce sujet, oui, hein, je pense on peut passer à la lettre M comme Mozilla. Benoît, on va parler de la fin des bannières. Ça, c'est un sujet. On n'est pas obligé d'en parler, mais comme c'est dans la conduite, parlons-en. On peut l'espérer, la fin des bannières. J'ai quand même mis un point d'interrogation. Ah oui. Donc en fait, dans un des nightly builds de Mozilla, de Firefox, donc est apparue une fonctionnalité que je trouve vraiment intéressante. J'espère qu'elle va finir en version réelle. C'est-à-dire la capacité de dire à ta place non à ces bannières de cookies qui sont extrêmement embêtantes. Puisque depuis l'arrivée du GDPR, il a fallu informer l'utilisateur. Il y a des cas qui montrent qu'en final, le mieux, c'est carrément de pas mettre de cookies. Et c'est comme ça que j'en avais parlé dans un épisode il y a quelques temps de sociétés, d'éditeurs qui se sont rendus compte que c'était plus rentable de ne pas passer par les plateformes qui t'imposent l'installation des cookies et de vendre en direct de la pub. Et au final, tu te fais plus de pognon. Enfin bref. Donc, tu as maintenant tous ces sites qui t'embêtent avec ces bannières, c'est super embêtant. Tu dois passer ton temps à cliquer non partout, c'est super embêtant. Ou tu cliques oui et ça les arrange. Et là, maintenant, Mozilla va cliquer non automatiquement pour toi. Ou en tout cas, on espère que la fonctionnalité se trouvera dans la version finale. Tu évoquais tout à l'heure les gens qui restent sur le navigateur de leur plateforme. Je t'avoue un truc, je n'ai jamais quitté Safari. J'ai Firefox sur ce Mac, uniquement pour les technos. Mais moi, je suis super content de Safari. Ça marche bien, il est bien mis à jour. Il affiche aussi bien que les autres, ni plus ni moins bien. Et ça m'évite d'avoir à m'embêter avec des trucs.
Donc là, ça pourrait être une raison de basculer sur Firefox. C'est bien que tu complètes cette information sur Firefox par une expérience personnelle, parce que ça évitera d'être redondant par rapport à l'épisode précédent, où on a déjà évoqué cette fonctionnalité avec l'autre Sébastien, justement. Oui, c'est une nouvelle mode maintenant. En fait, on a toujours un sujet qui passe d'un épisode à l'autre. Cette fois-ci, c'était celui-ci. On en a eu un autre la semaine passée. Et donc, moi, ça me fait sourire, parce que j'avoue, franchement, j'ai pas eu beaucoup le temps de préparer, sinon je l'aurais relevé et on aurait fait une petite modification cosmétique, on va dire, dans la conduite, mais c'est pas grave. On a de nouveau une autre opinion sur la fonctionnalité. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal, effectivement, de la remettre, de l'épingler, de la remettre à l'avant-plan, parce que ça peut être un moteur, on va dire, pour passer ou repasser à Firefox. On a des auditeurs qui le disent chaque fois qu'on parle de Firefox, qui crie haut et fort, je suis pour Firefox, je n'utilise que ça, etc., etc. Alors que c'est plus du tout le navigateur il fait plus partie des trois premiers, quoi. Si je dis pas de bêtises, Sébastien. Je pense pas, j'ai pas de chiffre en tête. Moi, j'utilise Firefox à longueur de journée pour le boulot. En général, j'ai les deux ouverts. J'ai Safari pour tout ce qui est perso et j'ai Firefox pour tout ce qui est travail. Mais comme ça, je sais pareil, pas. Moi, je surfe entre Brave, là, en l'occurrence, entre Brave et Firefox, et de temps en temps Safari sur le Mac. Mais voilà. Mais j'ai pas de religion par rapport au navigateur. C'est un peu en fonction des habitudes de fonctionnement. Voilà. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est un peu béné, mais voilà. Et les extensions, les plugins aussi, j'ai quelques plugins pour le travail qui fonctionnent que sous Firefox et Chrome, et donc voilà, je dois choisir un de ces deux-là. Une justification aussi qui n'en est pas une, c'est être logué avec un compte de service sur un browser et avec un autre compte sur un autre browser, par exemple. Voilà, chacun fait comme il veut, hein, finalement, c'est un peu ça l'idée, quoi. Petit sujet, mais largement partagé, donc je préviens les autres chroniqueurs, si vous me ressortez le plan Firefox, je frappe. P comme procès. Sébastien, là, ça faudrait que je tousse, là, c'est juste pas possible, quoi. Donc, on parle d'Apple encore une fois, mais Apple qui gagne son appel contre Epic Games, c'est ça, hein? Apple qui gagne son appel, exactement. J'aimais bien juste cette phrase-là. Ouais, il y a 2 ans, il n'y avait pas un épisode des podcasts où je ne parlais pas d'Apple contre Epic. Et ben voilà, on fait le follow-up de l'actualité. C'est le service après-vente, monsieur, ici, et on vous donne la fin de l'histoire. A priori, la fin de l'histoire, parce que côté judiciaire, on arrive au bout là, des recours possibles. Petit rappel des faits, il y a 2 ans, Apple vire le jeu Fortnite de l'Apple Store parce que Epic, son éditeur, proposait de faire des paiements qui n'utilisent pas l'Apple Store et pas les moyens de paiement d'Apple, et donc Apple ne pouvait pas prendre sa commission de 30%. Epic a fait beaucoup de bruit évidemment et a attaqué Apple en justice. Suite à ça, Apple avait déjà changé 2-3 choses. Ils ont réduit leur commission, si vous vous souvenez bien, pour les plus petits développeurs, c'est plus 30%, c'est 15% de tête. J'espère que je dis pas de bêtises. Et ils ont aussi permis certains abonnements, des abonnements à des services audio, des abonnements à des journaux, par exemple à des news, de se faire via le web, avec un bouton qui permet d'aller de l'app vers le web. Ces apps ne sont plus rejetées maintenant. Alors je sais plus qui avait gagné d'abord et puis après, etc. Mais enfin voilà, il y a eu le dernier appel qui a été rendu où la cour de San Francisco, cour d'appel, donne raison à Apple sur 9 points contre 10. Et parce que Epic avait étendu un peu son scope aussi, c'était pas que le problème du paiement. Epic disait c'est un monopole, on peut pas aller ailleurs. Si on veut distribuer nos applications sur iOS, on doit passer par l'App Store, et donc c'est contre les lois antitrust américaines. Et les juges ont dit non, Apple, c'est pas un monopole. Vous avez le choix. Vous pouvez, en tant que consommateur, choisir un système Android. Il y a plusieurs vendeurs qui vendent Android en plus. Donc, si vous faites le choix d'Apple, c'est votre choix. Et il y a différentes sortes de prix. Il y a différentes qualités. Il y a différents niveaux de sécurité aussi. La Cour, dans son jugement, reconnaît la valeur ajoutée d'Apple, de la vérification qu'ils font des applications. Et je trouvais ça assez fort. Et la Cour, dans son jugement, dit, si vous voulez mettre un peu plus cher et avoir une plateforme plus sécurisée, vous allez chez Apple, sinon vous avez d'autres options. Je trouvais ça assez amusant dans le jugement de la Cour. Le seul point sur lequel ils n'ont pas donné raison à Apple, c'est l'obligation de payer par les moyens Apple et donc de prendre la commission de 30%, enfin de payer la commission de 30%. Sur ce point-là, ils donnent raison à Epic. Donc c'est pour ça que je dirais, il y a peut-être encore une suite. Je sais pas si elle sera judiciaire, mais je sais pas comment ça va se terminer cette partie-là, la partie paiement. La Cour a donné raison à Apple, qu'il regrette d'ailleurs. Mais pour tout le reste, ils valident
l'écosystème fermé, le système de validation des applications, le fait de distribuer via l'Apple Store, etc. C'est assez intéressant à lire. Je vous ai donné l'article du site 9to-Mac qui pointe vers l'article original de Bloomberg. Alors Bloomberg est en général payant, mais je sais pas pourquoi. Moi, j'ai eu cet article gratuit. Je crois qu'il en laisse passer un par mois ou un truc comme ça. C'est Tim Cook, il paye pour tout le monde. C'est sa tournée. Donc si vous n'avez pas encore trop consommé de Bloomberg, vous pouvez, et que vous comprenez l'anglais, vous lisez l'anglais, vous pouvez lire l'article original de Bloomberg qui est un peu plus ardu. Hein. C'est un peu plus élitiste, je dirais. Bloomberg, le journal, enfin le site web 9to-Mac a fait un bon travail de vulgarisation parce que ces questions légales et juridiques sont parfois un peu compliquées à comprendre, surtout quand c'est pas dans notre langue maternelle. Donc clap de fin pour victoire d'Apple en justice contre Epic. En même temps, ils ont vraiment tiré sur toutes les cordes. Chez Epic, on se rappelle du feuilleton, essayer de rallier les autres éditeurs d'applications en disant vous faites flouer, etc. Même si vous n'avez pas de paiement in-app, rejoignez-nous pour notre cause, etc. Alors que leur cause, c'est ça, c'est cette histoire de commission et de tout mettre dans le même sac en disant oh là là, vous allez voir, on est en situation de monopole, d'attaquer sur deux fronts. Je pense que là, ils se sont un petit peu fourvoyés et donc, du coup, on se retrouve devant un jugement que je trouve quand même relativement dur parce que ça met en place aussi, c'est dur dans le sens où on te dit, si vous voulez, vous pouvez vous priver de la moitié du marché ou des 2/3 du marché sans aucun problème. C'est votre problème, quoi. Enfin, Il parlait des consommateurs. Du point de vue du consommateur, tu as le choix. Et c'est vrai qu'objectivement, t'as le choix. On l'approuve pas, mais on a le choix. Oui, tout à fait. Benoît, une opinion sur ce sujet. En fait, perso, moi, la commission, on sait, va imposer à Apple d'accepter les téléchargements d'applications depuis d'autres stores. Je suis, comme consommateur, pas très content de ça parce que le store Apple a l'avantage d'avoir un espace bien sécurisé. Oui. Moi, j'ai sur le Mac, on peut télécharger ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Je sais le faire, j'ai pas de risque, mais je vois dans la famille, tous les gens qui m'ont dit dis Benoît, si j'envoie avec l'ordinateur, tu pourras m'aider, ils ont un Mac parce que c'est la condition de départ. Et sur le Mac, ils arrivent parfois à installer des choses qui leur posent problème. Ça n'arrive jamais avec les iPhones. Non. Et ça, pour moi, c'est une qualité, c'est une des raisons pour laquelle on paye je paye la prime Apple. Et donc, je trouve normal le jugement qui est posé là, qui est de dire voilà, en tant que consommateur, j'ai choisi ça. Et c'est pas parce que ça embête un éditeur que je devrais supporter, ou que ça embête la commission d'ailleurs, que je devrais supporter une baisse de qualité. Ceci dit, des cas de figure avec des applications frelatées qui ont passé les mailles du filet et qui ont été téléchargées par les gens, etc., ça existe aussi. Bien sûr, mais il y en a moins. Il y en a moins. Il y a moins de trous. Il y a moins de trous dans la raquette, effectivement. Il y a moins de trous, il y a moins de problèmes. Et tu n'as pas il y a une différence majeure entre ce que je vois sur les Mac et sur les. Oui, bien sûr. Mais par rapport si on reste dans les téléphones, dans les smartphones, il faut rendre justice aussi à Google, qui a quand même aussi resserré les mailles du filet par rapport à leur Play Store. Avec eux, en plus, la difficulté, c'est que le marché est quand même très fragmenté avec les différentes versions d'Android qui circulent et que, du coup, le contrôle est peut-être un petit peu plus ardu dans ce domaine-là, parce que le modèle de distribution de l'application, ils sont tributaires aussi des fabricants de smartphones, ce qui n'est pas le cas d'Apple, qui gère à la fois le software et le hardware, et donc ça leur permet aussi d'avoir plus sans doute de contrôle, à juste titre, sur on dit souvent aussi que les gens qui achètent du Apple, c'est juste pour être tranquille, parce qu'on n'a pas envie de faire d'informatique, on a juste envie d'avoir un truc qui fonctionne. Et puis voilà, après, je sens que ça va y avoir débat dans les commentaires, on va se faire comme chaque fois. Ce qu'Epic demande en final, c'est des stores tiers. Oui. C'est pas l'idée de mettre le Google Play sur iOS. Non, bien sûr. C'est d'avoir des stores extérieurs. Ouais. C'était une des raisons du combat d'Epic, puisqu'Epic vend des jeux. Ils ont une plateforme pour vendre des jeux et pour favoriser les paiements d'options dans des jeux. Donc ils avaient un double intérêt là. Ils voulaient placer leur App Store également au sein des OS, des App Stores spécialisés dans les jeux vendus par Epic.
Ce qui existe par ailleurs chez Google, je pense qu'il y a des stores parallèles, accessibles par les utilisateurs pour les appareils Android, me semble-t-il, ou par les marques elles-mêmes de smartphones, genre Samsung et autres. Je pense qu'ils ont leur propre App Store dédié à ce type d'appareil. Bon, voilà, chacun jugera un petit peu de jusqu'où il veut sa sécurité compte, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend d'un appareil, d'un smartphone, etc. Certains vous diront, on peut l'entendre aussi, qu'ils considèrent qu'ils ont acheté l'appareil, qu'il est à eux, et donc peuvent en faire ce qu'ils veulent, et que ça les embête de ne pas pouvoir en faire exactement ce qu'ils veulent. Voilà, on entend aussi l'argument de Benoît qui dit qu'on achète une tranche de tranquillité parce que finalement on est d'accord avec le principe. Donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, tout en restant courtois, je n'en doute pas. Et les trucs cul, comme Qualcomm, Benoît, des puces qui espionnent les gens, ça existe. Voilà, alors c'est un fabricant de smartphones qui sont sécurisés, Nanokey, qui a sorti un article disant « Tiens, mais on s'est rendu compte que les processeurs Qualcomm envoyaient de l'information à l'insu des utilisateurs vers les serveurs de Qualcomm. » Et ils ont sorti un papier là-dessus. Qualcomm, depuis, a sorti un démenti en expliquant et en nuançant, on va dire, un petit peu le propos. Mais il y a des choses intéressantes à savoir. Donc, qu'est-ce que Qualcomm essaye de faire d'abord? Ce qu'ils essayent de faire, en tout cas dans la version que Qualcomm a présentée, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'augmenter l'efficacité de leur système GPS, d'avoir une meilleure reconnaissance. Et donc pour ça, au niveau du processeur, pas au niveau de l'OS, ils vont capturer de l'information et ils vont l'envoyer vers les serveurs de Qualcomm. Donc quand tu utilises ton téléphone, ça peut forcément pas être iOS puisque c'est un Snapdragon, donc c'est forcément Android. C'est pas Android qui envoie de l'information, c'est la puce du téléphone. Ça veut dire que tu n'as pas d'option pour dire je veux pas que ça se passe. C'est pas une option dans le soft que tu vas pouvoir aller désactiver. C'est fait automatiquement. Alors l'information qui est envoyée dès la lecture du premier article par Nanokey, je me suis dit, il pousse un petit peu la barre parce qu'il y a pas de choses comme le nom d'utilisateur, il n'y a pas d'éléments comme ça. Il y a quand même deux problèmes, c'est que l'information est envoyée en clair, ça veut dire qu'on peut l'intercepter. Donc ça veut dire que quand tu es sur un réseau Wi-Fi ou quoi que ce soit, l'administrateur du réseau peut l'intercepter. Ça veut dire que dans des états un petit peu avec une conception particulière de des libertés privées, là aussi l'État peut intercepter le trafic et en tirer de l'information. Et deuxièmement, certes, il n'y a pas le nom de la personne, il n'y a pas son numéro de téléphone, mais il y a quand même des informations qui peuvent être utilisées pour faire des recoupements. Et donc pour pouvoir du coup tirer de l'information utile à quelqu'un qui voudrait espionner un certain suivi des utilisateurs. Et le vrai problème, c'est que quelque part, ça se fait sans que ce soit, sans qu'on ait vraiment l'option pour dire j'en veux plus. Et globalement, il paraît que c'est marqué à la 86e page en petit paragraphe de certaines annonces et tout ça. Mais il semblerait que certains fabricants de téléphones n'étaient même pas au courant eux-mêmes. Donc il y a quand même il y a quand même quelque chose à réfléchir. Pourquoi ? Oui, il y a une raison technique ou collecter cette information. Oui, elle sert à quoi en fait En fait, ça aide à améliorer la précision du système GPS. Donc ça leur donne, enfin, d'après la version de Qualcomm qui est sortie maintenant, ils collectent de l'information. C'est ce que font tous les téléphones maintenant. Pour avoir plus vite, et pas juste les téléphones, les drones, on parlait tantôt, font la même chose. Pour avoir plus vite le positionnement GPS, il va s'appuyer sur d'autres types de signaux, va voir tiens j'ai tel réseau Wi-Fi dans le coin, donc hop. Je vais faire un petit query, je sais déjà plus ou moins où je me trouve, je sais du coup vers quel satellite je vais essayer d'acquérir, etc. Je pense que, pour pas me tromper, il y a quelques années, Apple aussi avait été épinglé pour ce genre de pratique, et Samsung aussi, mais c'était le choix de Samsung par contre, pas de Google ou de... Et donc, c'était fait au niveau de l'OS. Oui, là c'était au niveau de l'OS, et donc c'était effectivement la motivation... Alors, après, on peut en discuter, mais c'était effectivement pour garantir le service et la rapidité de certains services. Bon.
Sans doute que techniquement ça se justifie, c'est une très bonne justification, mais est-ce que c'est danger? Si vous vous souvenez des tout premiers GPS, il fallait 2-3 minutes avant d'acquérir les bons satellites, etc. On se souvient plus de ça. Maintenant, on démarre son téléphone, on a directement sa position, et c'est grâce à la technique que Benoît vient d'expliquer. C'est parce que le téléphone a repéré tel Wi-Fi, et que le fournisseur sait que telle adresse Wi-Fi, elle correspond à telle adresse GPS, et donc d'avoir une première localisation avant même d'avoir le signal satellite. Oui, effectivement. Mais les données ne sont pas apparemment très anonymisées. Alors, c'est ça le problème, en fait. C'est vrai qu'on prenait un tunnel, s'il n'était pas trop long, ça fonctionnait. C'est magique, ça marche dans les tunnels. Mais s'il était un petit peu long, à un moment donné, c'est oh là là, on n'est plus là, on est au Pérou, on va sortir de quel côté? C'était un petit peu bizarre, effectivement. Ceci étant dit, des processeurs qui parlent, ou en tout cas qui communiquent avec l'extérieur, est-ce qu'il n'y avait pas déjà eu ça sur des routeurs de certaines marques chinoises, il me semble, à une époque? Et il me semble qu'il y avait des indiscrétions de Huawei ou des bornes 4G ou des choses comme ça. Il y avait eu un dossier sur ça. Il y a eu de la polémique autour de ces sujets-là. Oui, c'est ça. Donc, ce sont des sujets polémiques, effectivement. Et donc, comme tout sujet polémique, à mon avis, il reviendra. Il sort par la porte, il revient par le soupirail, il revient par le Velux. Enfin, voilà, sans citer de marque. Merci. Donc, on aura encore l'occasion d'en parler. Faut croire. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode 399 avec la lettre V comme Ventura. Et on reparle d'Apple et de Bitcoin cette fois, Sébastien. C'est rare, hein? Ouais. C'est rare d'avoir à la fois Apple et Bitcoin dans une news. En fait, c'est un débat qui a tenu certaines communautés en haleine pendant tout le mois d'avril, et il vient de se terminer là, avec des spéculations les plus folles les unes que les autres. Il y a des gens qui ont découvert le white paper, le livre blanc de description du Bitcoin, publié par le fameux monsieur avec un nom japonais dont j'oublie tout le temps, Satoshi quelque chose, qu'on n'a jamais vu, qu'on sait pas qui c'est, qui explique les principes fondamentaux et théoriques de la blockchain et l'application Bitcoin. Eh bien, ce PDF est inclus dans votre Mac depuis Monterey, quelque chose, perdu dans une application qui est dans un sous-folder, et puis une application sur Mac, c'est elle-même un folder avec différents sous-répertoires, les binaires et des ressources, et dans le document ressources, dans le folder ressources, il y avait ce PDF original c'est une copie forcément, mais je veux dire la première version du PDF de Satoshi, machin chose, qui décrivait le Bitcoin. Et donc la toile, comme disent les journalistes, la toile est partie, c'est enflammé, mais que fait ce PDF dans macOS 10? J'ai vu passer des rumeurs les plus folles. Celle qui m'avait fait le plus le rire, c'est que Satoshi machin chose, dont tout le monde cherche toujours l'identité, c'était Steve Jobs. Évidemment, on n'y a pas pensé avant. Et c'est pour ça que le PDF était dans. En fait, l'explication serait beaucoup plus simple. Déjà, c'est une application qui n'avait pas vocation à être distribuée dans macOS. C'est une application qui sert à émuler des scanners et donc de permettre de tester des softs de scanners. Apparemment, c'est utilisé par les ingénieurs de test c'est comme un scanner virtuel finalement. Ouais. Et je suppose que pour travailler, cette application a besoin de documents. Et le mec qui testait, il a mis 2-3 PDF et l'application et les PDF de test sont restés dans la chaîne de build finale de macOS. Je m'explique pas comment ça s'est passé en revanche. Là, il y a des explications à fournir et a atterri sur des millions de Mac. Regardez votre Mac si vous avez Monterey ou Ventura. Il y a de bonnes chances que ce PDF soit inclus. Alors, ça peut poser des tas d'autres questions sur l'éco-responsabilité, la taille des downloads, la taille du stockage, etc. C'était pas le but de ce point-là, mais c'était marrant de voir la bulle Internet partir dans des divagations, etc. Oui. Bonne nouvelle, dernière bêta, je crois que c'est 13.4 bêta 4 ou 13.3 bêta 3, je suis pas trop tout ça. Enfin, la dernière bêta de Ventura, ils ont enlevé et l'application et le PDF, donc fin de la discussion. C'était évidemment pas volontaire de la part d'Apple. La prochaine fois, ils me mettront du lorem ipsum, ça passera beaucoup mieux. Exactement. Mais quelqu'un pourrait peut-être essayer de l'interpréter, mais... C'est un message secret dans une langue. Certains ont essayé. Ils ont essayé, mais ça n'est pas arrivé. Pardon, je m'étouffe. Ça veut dire qu'il est l'heure. Ou en tout cas, pas loin. C'est la fin. C'est la très grande fin. Est-ce que Benoît avait un truc à rajouter Non, pas ce genre. Merci pour moi. C'était le classique. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, mais c'est rigolo. C'est plutôt le fait qu'effectivement tout le monde part en vrille et part en conjecture par rapport au contenu du document. Ça, c'est plutôt amusant, c'est vrai. Voilà qui conclut donc cet épisode 399. Évidemment, on a encore des choses à dire. Moi, je vais aller me moucher
tousser un bon coup. Prendre une tisane. Prendre une tisane. Je sais pas ce que je peux encore faire, des incantations ou que sais-je. Et puis on va se remettre à enregistrer un bonus que vous aurez tout loisir d'écouter à votre aise. Vous n'aurez que 15 minutes à y consacrer parce que nous n'irons pas plus loin que 15 minutes avec d'autres sujets que mes petits camarades ont encore envie de développer devant ou dans vos oreilles ébahies. Je sais pas si on dit ça comme ça, non, ça peut pas le faire. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le bonus arrive s'il n'est déjà là, parce que moi je ne sais pas quand est-ce que vous nous écoutez, donc voilà, donc jetez un petit coup d'œil, c'est marqué bonus 399, et ça vous ne l'avez pas, peut-être pas encore entendu, 15 minutes de bonus supplémentaire. Merci Sébastien, merci Benoît, et on se dit donc à très bientôt. Salut.